On va parler évidemment aujourd'hui du plan stratégique pour l'industrie de la métropole de Lyon, un plan qu'on vous présente depuis hier matin, qui est affiché, qui est explicité ici. Et on va développer avec Emeline Baume. Bonjour Emeline. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de la métropole de Lyon en charge de l'économie, de l'emploi, du commerce, du numérique et de la commande publique. Et avec vous, on va illustrer, développer l'axe 2, qui est accueillir l'industrie. Accueillir l'industrie, on va voir comment ça peut avoir des implications en termes de foncier, en termes de dépollution, en termes de voirie, d'accessibilité, etc. Et puis on élargira un petit peu parce que vous verrez qu'il y a des passerelles qui vont se faire avec l'axe sur la reconnexion de l'industrie aux habitants. Et sans marcher sur le rendez-vous qu'on vous propose à 16h15, où on vous parlera de la Fondation pour la reconnexion industrielle, on essaiera de voir quelles sont les passerelles comme ça entre l'accueil et la reconnexion. Emeline Baume, quand vous arrivez à la métropole de Lyon en juillet 2020, quel est le constat que vous faites sur l'activité industrielle, la situation industrielle de la métropole? Alors, plusieurs observations. La première observation, c'est qu'il y a énormément d'entreprises, d'établissements industriels, un peu plus de 6500. C'est conséquent. La deuxième observation, c'est la répartition sur le territoire avec une forte dynamique sur l'Est et une énorme zone industrielle peu adaptée. Mais c'est le cas aussi sur la vallée de la Chimie, ce qu'on appelle les nouvelles mobilités, c'est-à-dire une partie de la population qui souhaite pouvoir aller travailler sans être serré dans un bus qu'on attend pendant 1 heure ou sans être seul dans sa voiture, mais en y allant à vélo. On est sur Eurexpo, là, il y a le parc du Chêne juste à côté. Ils ont la chance d'avoir le tram, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc il y a cet aspect géographique d'aménagement, d'avoir un territoire très dense en termes d'entreprises industrielles plutôt à l'est, et en même temps des transports en commun qui ne répondent pas à la demande. La troisième observation, c'est la dynamique, alors qu'on appelle dans le jargon de croissance endogène, c'est-à-dire que la représentation qu'on avait du territoire en arrivant en juillet, c'est que nos prédécesseurs avaient fait venir beaucoup d'entreprises. Alors, sur certains secteurs, c'est vrai. Sur certaines filières, c'est vrai. Ceci étant dit, il y a un passé industriel très présent, et pas uniquement sur Saint-Fond, Pierre-Bénite, Saint-Genis et Rigny, pas uniquement Vallée de la Chimie. En fait, il y a des pratiques, on pense à Renault Trucks par exemple, il y a des territoires qui de toute façon étaient fabricants productifs industriels. C'est resté, et donc il y a tout un tissu de petites et moyennes entreprises industrielles auxquelles s'ajoutent des jeunes entreprises innovantes, ou autrement start-up. Et donc tous ces gens-là essayent de s'implanter, donc c'est ce qu'on appelle la croissance endogène, essayent de rester dans cette communauté-là parce qu'il y a les universités, parce qu'il y a les écoles d'ingénieurs, peut-être aussi parce qu'il y a d'autres apports qu'on qualifie d'un cadre de vie positif, du sport, de la culture, une gare, la Pardieu, etc. Donc ça, c'était la dernière observation. En cheminant, on s'est rendu compte qu'il y avait un point très peu évoqué, qu'on met beaucoup en avant là maintenant et dont on parlera à la fin, qui est cette question de la pyramide des âges, en fait, de la qualité de l'emploi industriel et du fait que finalement les jeunes ne sont pas particulièrement incités à aller vers ces métiers productifs, mais c'était la dernière observation. Voilà. Très bien. Et alors, sur un plan peut-être encore un peu plus, pas philosophique, mais politique, pour le coup, c'est quoi votre vision de l'industrie dans la majorité à laquelle vous appartenez? Quand vous arrivez à la métropole, qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? La première vision, c'est un double regard, le regard négatif pollution-nuisance, faut pas se le cacher, qu'on imagine assez vite, qu'on associe au risque aussi. Ouais. Voilà. La chimie, Céveso, exactement. etc. Et le deuxième regard, qui est quand même très important chez les écologistes, c'est le côté fabrication, faire. Alors attention, coup de chance, on est arrivé en situation de responsabilité au moment d'une pandémie mondiale où beaucoup de gens ont découvert le mot de souveraineté. Qui était présent en fait dans le discours des écologistes, et en tout cas dans cette approche dite qu'on cache derrière l'émancipation. L'émancipation, c'est avoir la liberté de choisir, mais c'est s'en donner les moyens.
Et là, l'idée avec les activités productives, c'est de dire oui, on se donne les moyens avec le cadre social qu'on a la chance d'avoir en France en démocratie et la réglementation environnementale qu'on a la chance d'avoir aussi en France, si contraignante soit-elle, de produire ici et maintenant tous les objets manufacturés du quotidien. Ça, c'était présent dans notre discours. On s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait pas mal de chaînes de valeur sur le territoire, mais qu'elles n'étaient pas forcément incitées à aller vers la sobriété matière, la sobriété énergétique, l'efficacité, la coopération au sein d'une même chaîne de valeur. Le respect du social. Voilà, pour gagner des parts de marché, entre guillemets, et être inclusif, c'est-à-dire s'ouvrir en termes de recrutement à toutes les typologies d'habitants du territoire. Il y a une image que le président Bruno Bernard a utilisée hier pendant la conférence de presse que j'aime beaucoup et qui nous parle à tous ici. Pendant la pandémie, la pratique du vélo a explosé pour plein de raisons. Aujourd'hui, tout le monde veut un vélo. La métropole donne des coups de main sérieux pour acheter un vélo et on ne trouve pas de vélo. Parce qu'on ne sait pas fabriquer le frein, le dérailleur, et qu'il y a un souci d'approvisionnement. Ouais. Et voilà, la première des choses, c'est quand même de regarder comment on peut se sourcer en local, y compris par du réemploi. Enfin voilà, ce que font très bien certaines entreprises. Il y a un mot, Emeline Baume, que vous prononcez souvent, c'est le terme de déploiement productif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là? Pourquoi vous aimez ce mot de productif? Parce que c'est être dans le faire plutôt que dans la pensée magique ou dans la pensée complexe, voilà, tout simplement. Il y a eu toute une période où on parlait d'économie de la connaissance, on va le dire comme ça, voilà, où on est sur un territoire qui produit énormément de gens qui pensent beaucoup et qui agissent peu. Et moi, je pense qu'il faut redescendre dans le faire, chacun dans notre quotidien. Ça permet de prendre conscience de la valeur, en fait, des choses. Et après, redescendre dans le faire, c'est aussi se donner les moyens d'être, si ce n'est autonome, en tout cas indépendant de certains risques, puisqu'on a des vulnérabilités avec certaines matières, on a des vulnérabilités liées à des contextes géopolitiques et on a des vulnérabilités liées à la dégradation du vivant qui est liée à notre modèle de développement. Donc, redescendre, et moi je le vis vraiment quand c'est passer du cerveau en fait aux pieds et aux mains, même en y associant son cerveau, ça veut quand même dire qu'on se met en mouvement plutôt que de mettre en mouvement uniquement un algorithme. Alors, voilà pour le constat. Voilà le constat que vous faites en arrivant à la métropole. Et là, on est le 2 juillet 2020 après-midi. Le conseil communautaire est installé. L'exécutif est élu. Vous avez les clés de la maison. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous mettez en œuvre cette politique? Et donc là, on rencontre en fait les équipes qui nous indiquent, mais nous étions certains à avoir été élus par le passé, qu'il y a une démarche autour de l'industrie qui était dans les cartons, donc qu'on appelle maintenant territoire d'industrie. Voilà, donc je remercie une fois de plus les équipes. C'est important d'avoir en tête aussi qu'un territoire, il y a de la démocratie, il y a des élus, mais il y a aussi des hommes et des femmes qui posent leur temps, leur énergie, leur expertise, leurs compétences. Et on les voit beaucoup pour l'intérêt général, voilà. Mais c'est important aussi de le dire, ça fonctionne comme ça. Derrière le mot service public, on ne voit pas forcément ça. Parfois, on voit les grèves. En fait, il y a quand même beaucoup de gens qui sont là pour donner de la cohérence ou pour donner du faire justement à l'envie d'agir des élus. Et donc, on découvre ce programme. Dans le jargon, à l'époque, c'était TIGA. Et dans TIGA, il y avait plusieurs outils presque prêts qu'il fallait juste mettre en mouvement et valoriser. Des outils pour aider alors pour le coup, au développement ou en tout cas passer de l'envie d'agir au faire sur de l'amorçage industriel. Un sujet autour de la reconnexion avec les habitants, avec une autre fondation. Et puis, on y a adossé un très fort parti pris pour aller sur notre sujet de l'accueil. Autour de, OK, on veut des activités productives, en fait, pour ça, clairement, il faut avoir du foncier dédié. Et donc, il y a un moment où, pour le coup, le politique fait le choix de dire, sur un document qui s'appelle le plan local d'urbanisme et d'habitat, toutes les zones qui sont dédiées à l'économique industrielle, elles resteront économiques et industrielles, quand bien même tous les promoteurs du monde nous vendent les meilleures opérations d'habitat possibles et imaginables, et qu'on a un vrai besoin en logement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire on va adosser au sujet territoire d'industrie un sujet de renouvellement parce qu'en fait, on peut pas... Certes, on a des zones économiques industrielles, mais
comme on est écologiste et qu'on considère qu'on doit participer au zéro artificialisation nette, ce que ça veut dire en soi, c'est qu'on n'utilise plus de terres agricoles ou de terres naturelles, ou dit autrement de terres qui ne sont pas imperméabilisées, on n'y touche plus, on les laisse. Ça veut dire qu'on doit, entre guillemets, jouer avec le reste, et pour jouer avec le reste, entre autres les zones industrielles, eh bien, il faut les rendre, j'ai dit ça tout le long des négociations de la programmation pluriannuelle des investissements, sexy et conviviale. Et pour qu'elle soit sexy et conviviale, la métropole, elle doit faire sa part et donc s'occuper des voiries, la rendre attractive, cette zone industrielle, pour que derrière les opérateurs aient envie effectivement d'occuper tous les espaces des zones industrielles. Et ça, il y a un vrai choix politique, parce que derrière, on doit dégager des millions pour ça. Et comme disent souvent les équipes, les élus en général, ils n'aiment pas trop la requalification des zones d'industriels. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire des jolies inaugurations. Parce qu'en vrai, ça n'intéresse pas les journalistes d'aller voir une zone industrielle. Mais c'est précieux, nécessaire et incontournable dans notre vision de l'organisation du territoire. Et la troisième chose qu'on a décidé avec Bruno Bernard, qui est importante, c'est de dire que oui, on veut coopérer avec les territoires voisins. Oui, c'est important que les entreprises industrielles puissent être sur notre territoire et se développer. Mais si c'est plus efficace et utile pour elles, parce qu'il y a un autre acteur à côté avec qui il peut coopérer, qu'il soit à l'Arbrel, à Tarare, à Rive-d'Augier, à Montluel, à Bénaud, eh ben, c'est pas un problème. Et l'ADERLI, qui est l'agence de développement économique, qui est dans ce jeu justement, pour le coup maintenant de recomposition du territoire, parce qu'on a un sujet, ce qui nous manque le plus, c'est le foncier. On a fait valider cette vision-là tous ensemble avec la Chambre de commerce et d'industrie en disant voilà, on n'est plus à l'ère de la compétition entre nous, on est à l'ère de la coopération pour notre souveraineté industrielle. Voilà. Alors, vous dites que vous rencontrez les équipes, vous rencontrez aussi les industriels ? Oui, tout à fait. Alors, on rencontre les industriels dans un premier temps grâce à la mission Vallée de la Chimie, sur laquelle beaucoup d'efforts et beaucoup d'accompagnements ont été posés. Voilà, ça c'est important de le dire. Donc énormément de comptes clés, énormément de gros industriels. On est moins à la plus petite maille. Et puis de fil en aiguille, grâce entre autres aux développeurs économiques, puisque le service économie est doté de 14 développeurs économiques, si je ne me trompe pas. Au fil des sujets et des dossiers, des rencontres avec des entrepreneurs qui, en général, reviennent un peu toujours sur les mêmes sujets. Le sujet de l'accessibilité et de la mobilité. Le sujet du recrutement et de l'attractivité de ces métiers-là, du faire des métiers productifs. Et puis après, en général, parce qu'en face, ils ont une élue écologiste ou grâce aux développeurs économiques ou à la chargée de mission industrie ou à la chargée de mission compte clé, arrive le sujet de la transformation, de dire « Ah oui, c'est vrai que dans mes coûts de production, quand même, y a l'énergie, y a l'eau, ou j'ai beaucoup de déchets à traiter, ou en fait j'ai beaucoup de rebuts, ou alors je loue bien trop souvent tel truc, j'aimerais bien mutualiser avec mes voisins. » Donc voilà, ça se tisse comme ça se maille comme ça. Et on en arrive à mettre toutes ces briques dans notre programmation pluriannuelle des investissements et à dégager cette feuille de route pour l'industrie. Pour revenir sur le foncier, comment vous faites pratiquement vous allez voir les sites industriels existants, ceux qu'on pourrait requalifier, ceux qui mériteraient d'être revus, corrigés, modifiés. Alors donc la première chose, je l'ai dit spontanément, c'est tout foncier économique industriel qui a envie de muter ne mutera pas. C'est-à-dire que quand on a un acteur qui décide de quitter le territoire pour des raisons financières, en l'occurrence, je pense à un en particulier sur Dessines, eh ben on lui dit très clairement qu'il peut toujours vendre son foncier, mais que ça restera un foncier économique industriel. La deuxième chose, c'est effectivement de regarder dans les opérations d'aménagement tout ce qui peut se faire en productif, en industriel. Il y a une opération qui est sortie au précédent mandat et qui est encore en développement sur le site usine, l'ex-site Bosch, c'est typiquement ça. À Vénissieux. Voilà, exactement. Et la dernière chose, c'est cette fameuse requalification des zones industrielles, de se dire... voilà, où est-ce qu'alors, bon, la priorité de chez priorité, c'est celle qui est pas très loin d'ici, quoi, dans l'Est lyonnais. Mais c'est, voilà, sur quel axe il faut se mettre pour être sûr qu'on n'ait pas de friche et que ça reste, et que ça donne vraiment envie aux acteurs de rester ici ou en tout cas de venir s'installer ici. Le chargé de mission qui suit ces questions-là d'implantation tout à l'heure m'a soufflé une expression que je trouve ça super chouette. Dans le monde des élus en général, on connaît bien ça, on parle beaucoup d'opérations de renouvellement urbain, mais quand on parle de logement avec l'ANRU, quand on fait tomber des tours à Vénissieux, à Saint-Fond, etc.,
et il me soufflait les opérations de renouvellement industriel. Et c'est vrai que voilà, faut qu'on rentre dans cette mécanique-là, mais ça va venir quoi, à force de le répéter, de se le dire, on commence à le faire, et deux, faut que ça s'inscrive dans notre inconscient collectif en se disant oui, on a tous besoin de se loger, on a tous aussi besoin d'avoir une forme d'activité rémunérée, et si possible qui ait du sens. Et il se trouve que ce qui a du sens maintenant, c'est le productif. Est-ce qu'il y a un sujet sur la dépollution, un sujet particulier, des coûts, une problématique? On est sur un territoire, en général on le découvre quand on est élu écologiste parce que souvent on est à l'initiative de jardins collectifs et on est sur un territoire qui a une forte histoire industrielle et du coup énormément de terres polluées. Donc il y a vraiment un sujet d'accompagner les acteurs. Alors, on a la chance d'avoir quand même des consortiums d'acteurs qui, je pense à un groupe en particulier et à des actions qui sont portées sur la vallée de la Chimie, qui sont tout à fait capables de dépolluer et refertiliser des terres pour les rendre propres à l'usage d'aménagement d'espaces verts et éviter ainsi qu'on soit cohérent et éviter de décaper de la terre agricole pour nos aménagements, pour le coup dans nos opérations de renouvellement urbain, au pied des nouveaux immeubles qui ont des composteurs, qui ont un local vélo, un local poussette, qui sont super, à côté d'un point de transport en commun et avec un petit espace vert pour que tout le monde soit content, pour pouvoir respirer et que la terre qui soit mise là donc, soit issue plutôt d'une boucle de recyclage plutôt qu'issue d'un décapage d'un territoire très éloigné parce que, hélas, on allait chercher de la terre végétale à 200-250 km d'ici. Il y a un autre sujet aussi qui est d'être à l'aise avec le sujet des risques parmi lesquels on retrouve les pollutions et de dire qu'il y a certaines activités, on retrouve ça sur certains sites industriels où on sait qu'il y a une pollution mais qu'elle est tout à fait compatible avec une activité. C'est pour ça que j'insiste lourdement souvent sur la réglementation environnementale. La préfecture et l'Adréal nous suivent largement sur ces sujets-là, enfin je veux dire, nous suivent, nous encadrent, on en parle régulièrement et oui, il y a des endroits, il y a des bâtis, il y a de l'immobilier qui est dans des endroits où on sait pertinemment qu'il y a de la pollution dessous, mais il y a un encadrement en France qui n'est pas exactement le même qu'en Asie, pour faire très large, ou même aux États-Unis, et qu'on a tout à fait en tête la santé des salariés, des collaborateurs, collaboratrices, mais et aussi le respect du vivant autour. Mais on se doit de toute façon de faire avec le réel de notre territoire, et donc soit on dépollue si on peut, si on ne peut pas, on met toutes les conditions de respect de la réglementation sociale et environnementale pour se garantir en tout cas des conditions d'exercice qui soient dans le respect de la santé. Très bien. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais on peut revenir dessus. Les accès, les voiries. A priori, si vous parlez de requalification de sites industriels existants, normalement, si tout était bien fait, il y avait des voiries accessibles, il y a des voiries. Oui, mais non, parce que ça coûte très cher. J'ai découvert ça en devenant vice-présidente. Ça coûte extrêmement cher de requalifier très correctement une voirie selon la loi LOM. Voilà. En respectant donc les aménagements cyclables, le trottoir qui va bien pour les piétons et tout. En se disant, j'ai aussi découvert ça, c'est super d'être élu parce qu'on monte en compétence sur des sujets techniques, que les poids lourds abîment extrêmement la voirie et qu'on ne met pas les mêmes revêtements en plein centre-ville de Lyon ou à Saint-Priest. Voilà. Donc du coup, compte tenu du coût, toutes les voiries n'étaient pas forcément extrêmement entretenues et nous, on met, pour faire simple, la priorité sur les voiries stratégiques des zones industrielles. Voilà, ça c'est vraiment important. Et je pense aussi qu'avant, il y avait une autre approche, là pour le coup c'est un sujet mobilité, mais il y avait une autre approche de l'accessibilité. Et nous, on souhaite, de toute façon c'est archi connu, pour que les gens viennent en transport en commun, il faut qu'ils aient un linéaire en sortie de transport en commun qui soit sécure. Idem pour venir à vélo, il ne faut pas être un warrior écologiste pour venir à vélo, il faut être sécurisé. Ça c'est la responsabilité de la métropole. Donc avec Bruno Bernard, Fabien Bagnon et Jean-Charles Collas, on le fait et on le fera. Après ça se fait morceau par morceau parce que c'est onéreux. Et pour le coup, en termes d'achat public, on a la chance d'avoir pléthore d'entreprises du TP qui savent très bien faire ça. Voire même qui savent faire des revêtements avec 80% de granulats recyclés. Je le dis parce que j'ai une casquette achat. On pourrait faire le lien entre le foncier industriel et l'emploi. Vous parliez des gens, des hommes et des femmes qui viennent en mode doux, qui viennent en transport en commun. Voilà. Et ces gens, comment est-ce qu'on reconnecte? Alors là, évidemment, on déborde un peu sur le sujet de cet après-midi, mais l'industrie aux habitants.
Alors effectivement, c'est pas bien de faire des généralités, mais beaucoup de gens ont en tête l'industrie des métiers lourds, la fonderie, Germinal, des choses comme ça, ou les grandes grèves, ou le chômage massif. Voilà, c'est la représentation qu'on a de l'industrie. On n'a pas forcément en tête ce que font le collectif des soudés, du prototypage fun, comme dirait une des parties prenantes de ce collectif-là. Et on s'est dit collectivement, avec la chance qu'on a, on a 2 responsabilités à la métropole. On gère en direct les collèges et on a la compétence insertion puisque la métropole de Lyon est aussi un département. Donc avec ces 2 leviers-là, on se donne les moyens au travers d'une fondation qu'on valorisera tout à l'heure à 16h15, qui est présidée par Marc Chassot-Bénet, donc le vice-président de Saint-Étienne Métropole, avec qui on travaille. On a décidé d'aller vers, en fait, c'est très à la mode cette expression, les jeunes, les personnes en reconversion professionnelle, pour attirer leur regard sur ces métiers du fer, pour attirer leur regard sur le sens que ça a et pour attirer plus pragmatiquement leur regard sur le fait que les rémunérations ne sont pas exactement les mêmes que dans les métiers de service et qu'éventuellement ça peut être intéressant pour eux, que les parcours, dans la plupart des organisations, il existe un parcours, ce qui n'est pas le cas non plus dans les métiers du service, et que donc, stage de 3e, apprentissage, alternance, formation courte, ça vaut le coup d'essayer, moi c'est ce que j'ai envie de dire. Et donc aux côtés de la Fondation pour la reconnexion industrielle, on va s'en donner les moyens en nouant des partenariats entre des entreprises et des structures qui font de l'accompagnement, de l'expérientiel, de l'animation dans ce qu'on appelle l'extrascolaire. L'idée, c'est pas de rajouter des cours de techno ou je sais pas quoi. L'idée, c'est plutôt que des jeunes rencontrent des hommes, des femmes impliqués, convaincus, et qui leur donne à voir, en fait, c'est faire une expérience humaine. Et après, chacun reste libre d'aller en électrotech ou en design ou en pâtisserie. Mais voilà, il se trouve qu'on parle plus de la pâtisserie que de l'électrotech. Emeline Baume, vous parlez beaucoup des rencontres que vous faites, alors avec les équipes, mais aussi avec les industriels, pour ces histoires de foncier, pour ces histoires de reconnexion de l'industrie aux habitants. C'est quoi le regard qu'ils ont sur vous, j'ai envie de dire, avant de vous avoir rencontré et une fois que vous avez fait une première réunion avec eux? Parce qu'il y a une sorte de fantasme de l'industriel qui va se faire laminer par les écologistes et c'est pas tout à fait exactement comme ça que ça se passe. Alors avant de se rencontrer, souvent, il y a la représentation les écologistes, ils sont pour le low-tech, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'hyper-frugalité, l'hyper-sobriété, la bougie dans la caverne. Une fois qu'on s'est rencontrés, en général, ils m'ont quand même sourcé parce que ce sont des hommes et des femmes intelligentes et intelligents. Et donc, ils ont vu que un de mes sujets, c'était l'économie circulaire. Donc, ils arrivent comme ça, en parlant réparation, réemploi, remanufacture. Là, ils se disent « Ah, ça colle ». Et puis après, ils se rendent compte qu'en fait, on est extrêmement responsable et soucieux que notre territoire participe, ça paraît simpliste de le dire comme ça, mais à la préservation du vivant, et à ce que l'homme avec un grand H trouve sa juste place dans sa vie. On est tous tenus par ça, c'est-à-dire réaliser quelque chose dans notre vie. On sait tous que notre réalisation individuelle ne passera pas par l'accumulation de biens, ni par la rémunération de fin de mois, mais par ce qu'on a découvert et appris tout au long de sa vie. Et là, en général, comme ce sont des entrepreneurs et qu'ils ont un parcours d'hommes ou de femmes engagés, quel que soit le produit ou le service qu'ils proposent à leurs clients ou à leurs consommateurs, ils se disent « Ah bah oui, effectivement, ils ont cette vision-là de l'homme avec un grand H. Ils ont le souci de la sobriété matière, énergétique, de l'efficacité, de la préservation du vivant. On va pouvoir tisser. » Après, moi, je ne le cache à aucun journaliste, le sujet de la transformation de l'industrie, qu'on pose comme incontournable, c'est pas forcément agréable à entendre. Ceci étant dit, ils ont des soucis d'approvisionnement, matière, il y a des vulnérabilités, et puis ils ont des soucis de recrutement, et derrière les soucis de recrutement, il y a le sujet du sens. Donc finalement, coup de bol, c'est une écologiste en face d'eux, ou un écologiste avec Bruno Bernard. Oh, ça va fonctionner. Non, ça s'est bien passé. Et je voulais dire que, par exemple, dans la Fondation pour la reconnexion avec l'industrie, on a l'UIMM. En soi, l'UIMM, c'est pas forcément une organisation qui parle spontanément aux écologistes. L'inverse est vrai aussi, les écologistes ne parlent pas spontanément à l'UIMM et on s'est très rapidement trouvé sur cet objet de transformation de la production et de l'approche de la consommation.
Formidable. Un dernier mot pour finir sur le sens de la présence de ce stand Grand Lyon La Métropole au sein de Global Industries. Juste à l'entrée, là c'est quand même une présence assez forte avec tout un programme de conférences et des présentations. Pourquoi est-ce que vous avez voulu que la métropole soit présente à Global Industries ? Parce qu'on veut accompagner la transformation de l'industrie, parce qu'on veut accueillir plus et mieux d'hommes et de femmes qui produisent ici et maintenant, en ayant en tête nos vulnérabilités, y compris sociales, il n'y a pas que environnementales. Et aussi parce qu'on est dans notre rôle, j'y tiens, c'est notre responsabilité, la responsabilité des collectivités territoriales, les élus, les agents et tous les partenaires, c'est de faire collectif pour le territoire, c'est ce qu'on appelle l'intérêt général, voilà, tout simplement. Et un petit clin d'œil, c'est le premier stand éco-conçu qui va être réutilisé, je tiens à l'indiquer. Donc merci aux équipes aussi d'être exemplaires dans l'approche même de l'offre de services de la métropole, parce que quand on arrive sur le stand, on ne le sait pas forcément, et puis en discutant, on découvre qu'il est éco-conçu, qui va être réutilisé. Ce sont des entreprises du territoire qui ont travaillé. Voilà, il a été fabriqué par La Fabrique, qui est à Francheville. Tout à fait. Voilà, et il sera utilisé sur Polytech dans un petit mois. Exactement, et sur Go Entrepreneur. Voilà. Merci beaucoup, Emeline Baume. Est-ce qu'il y a des questions ? On a été clair. De toute façon, vous êtes à disposition des gens pour les rencontrer, j'imagine. Tout à fait, je suis encore là. 16h15, on parlera de reconnecter l'industrie aux habitants en présentant cette fondation pour la reconnexion industrielle avec Marc Chassot-Bénet. On vous dévoilera son nom à cette fondation et tout ce qu'elle pourra faire. 16h15. Et puis vous avez parlé d'économie circulaire. Je crois qu'il y a une conférence, je crois que c'est jeudi sur ce thème. Mais il y en a plein d'autres, évidemment. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci. Merci.